Bienvenue à Option Région. Aujourd'hui, un spécial actualité. On n'a pas d'invité parce qu'on a beaucoup de sujets là, dont je veux vous entretenir. On va parler entre autres là, des jeunes qui veulent devenir milliardaires. On va parler des petits États. On va parler aussi des fondations philanthropiques. On va parler des pantalons qui sont garantis pour 100 ans. On va parler de la valeur des maisons et on va terminer avec les bitcoins. C'est quoi les bitcoins? Qu'est-ce que ça mange en hiver? On va tout savoir ça tantôt. En actualité, on parle aujourd'hui, entre autres, des jeunes milliardaires. À la fin de l'année 2018, un sondage a été effectué auprès de ceux et celles qu'on appelle les milléniaux. Les milléniaux, c'est les jeunes qui ont entre 22 et 37 ans actuellement. Puis, on nous apprend que ces jeunes-là, ils sont particulièrement optimistes. Et c'est ainsi que, selon un sondage qui a été fait par une plateforme d'investissement qui s'appelle eChart, il y aurait pas moins de 65 de nos jeunes milléniaux qui prévoient devenir millionnaires avant 45 ans. Je ne sais pas si on peut se fier à ce sondage-là. Mais si c'est le cas, je pense qu'il y en a pas mal qui risquent d'être déçus. Entre autres parce qu'il y a un autre sondage qui a été fait, une autre étude qui a été faite, cette fois-ci par une entreprise qui s'appelle MarketWatch et qui, elle, dit plutôt le contraire. Elle dit que c'est le contraire qui va se produire parce qu'elle dit que les jeunes d'aujourd'hui dépensent tellement au fur et à mesure que 95 des jeunes d'aujourd'hui ne pourront pas prendre leur retraite à 65 ans du fait qu'ils n'épargnent pas assez. Si j'avais un conseil à donner aux jeunes qui rêvent de devenir milliardaires et qu'ils ne le seront probablement pas, je leur souhaiterais de miser plutôt sur des programmes et des actions collectives qui vont permettre à beaucoup plus de monde d'avoir une retraite intéressante à 65 ans. Je pense que l'objectif qu'on doit avoir dans la vie, ce n'est pas d'être milliardaire, mais c'est de pouvoir faire une belle vie, puis on n'a pas besoin d'être milliardaire pour ça. On parle maintenant des petits États, et moi je dis que c'est dans les petits États qu'on peut avoir les meilleures politiques. Quand j'étais plus jeune, on disait souvent « dans les petits pots, les meilleurs onguents ». Je pense que ça peut s'appliquer aussi à la politique nationale et internationale. Parce que je pense que plus une organisation est grosse, plus c'est difficile à gérer, plus c'est difficile d'être efficient. Si on regarde le gouvernement fédéral, qui est une grosse barque à mener, on s'aperçoit qu'ils ne sont même pas capables de payer leurs employés. Ça fait plus de 2 ans, ils ont investi des millions, sinon des milliards, tout simplement pour réussir à payer leurs employés, puis ils ne sont pas capables. D'autre part, il faut bien se rappeler que plus un État est petit, plus le pouvoir est proche des citoyens. Quand on est dans un petit village, c'est pas compliqué de savoir ce qui se passe à l'hôtel de ville, puis c'est pas compliqué de passer nos messages non plus. Puis, je dirais qu'en plus, c'est que plus on est petit, on a l'obligation de devoir s'impliquer, de devoir s'aider. Il y a plus de solidarité. Je pense que c'est un gros avantage d'être petit. Puis, s'il y a quelque chose qui ne marche pas, quand c'est petit, ça peut se corriger plus facilement. Là, il n'y a pas toute une armée de bureaucrates qui nous met des embûches ou des contraintes de toutes sortes pour pouvoir changer ça. Puis moi, j'aime bien les petits pays, entre autres comme l'Islande, qui réussissent à s'en tirer quand même assez bien. On voit là, qu'il y a des petits pays qui ont d'excellents revenus, avec une belle qualité de vie. Je pense que quand on regarde ça, les plus petits pays ont des meilleurs résultats que les grands pays. En conclusion, je vous dirais, j'aime bien les petits villages, les petites communautés parce qu'il y a beaucoup de grands personnages, que ce soit des hommes et des femmes qui proviennent de petits villages, de petites communautés, que ce soit au Québec ou ailleurs. Les petites communautés sont des pépinières de talent. Puis je vous dirais que si je pouvais, dans mon petit village de 500 habitants, je ferais une république, la République de Péribonka. La République de Péribonka qui pourrait posséder sa propre constitution. Puis je vous dirais que c'est lorsqu'on est petit que l'on peut voir le plus grand. On parle maintenant de pantalons et de gilets garantis pour 100 ans. Je vous ai déjà parlé qu'on devrait avoir une taxation qui serait en relation avec la durabilité des produits. Plus un produit dure longtemps, moins il devrait avoir de taxes. Et à l'inverse, plus un produit va se détériorer rapidement, qu'un produit de jeter après usage très rapidement, il devrait être beaucoup taxé parce que dans le fond, il faut faire en sorte qu'on ait des produits de plus en plus durables, qu'on jette de moins en moins de choses, puis que dans le fond, on soit dans une économie puis une société beaucoup plus durable. Bien, dans ce sens-là, il y a une compagnie qui a été démarrée par des jeunes en Europe, une compagnie qui s'appelle la compagnie Volbach, qui est établie, entre autres, au Portugal.
Ces gens-là font des pantalons et des gilets aussi qui sont en Kevlar, les mêmes genres de produits qu'on utilise pour faire les habillements des cosmonautes, là. Puis à ce moment-là, c'est que c'est des produits qui sont extrêmement solides, extrêmement durables. On peut voir à l'écran le tissu, là. Ce tissu-là, c'est un peu comme de la cotte de maille, un peu comme anciennement. Dans le temps qu'il y avait des armures, là, on voyait ça, c'était comme en fer. Bien là, ce n'est pas en fer, mais c'est un produit qui est extrêmement durable. On dit que les pantalons et les vêtements, de manière générale, de l'entreprise pourraient supporter la chaleur jusqu'à 300 degrés et ils pourraient aussi supporter jusqu'à moins 200 degrés Celsius dans un hiver extrêmement froid. Les vêtements pourraient être lavés au moins 2000 fois. Ils peuvent être lavés dans la laveuse à l'eau à 40 degrés approximativement. Et si on est dans la forêt, bien, on peut laver tout ça dans la rivière, puis laisser sécher au-dessus du feu ou à côté du feu. Semble-t-il qu'il n'y a aucun problème. Je vous dirais que c'est un des rares vêtements qu'on peut laisser à nos descendants de génération en génération, là. C'est quand même assez intéressant par rapport à ça. Puis c'est sûr que ça coûte cher. Ça coûte, dépendant des vêtements, entre 650 et 1000 $. Bon, les gens vont dire que ça n'a pas de bon sens, mais si on calcule ça sur 100 ans, bien, ça veut dire que ça revient à peu près à 6,5 $ ou à 10 $, dépendant des vêtements par année. C'est pas cher. Puis en plus, c'est un produit qui est très intéressant, qui est assez design, un produit, d'après moi, qui va moins démoder que d'autres produits. Puis là, il y a juste un problème, c'est que si vous êtes intéressé, bien, il va falloir que vous mettiez votre nom sur la liste d'attente, puis on peut vous mettre à l'écran l'endroit où vous pouvez réserver éventuellement la prochaine production, parce que présentement, tout est vendu. Parce que c'est très long à faire, semble-t-il que ça prend 28 semaines pour être capable de produire ces pantalons puis ces gilets. Un beau produit. On parle maintenant de la valeur et du prix des maisons, alors que dans certaines de nos régions, le prix des maisons est vraiment très bas. Si on regarde, par exemple, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, dans les petites communautés, on peut acheter un bungalow autour de 50 000 $, des fois même un peu moins. Et si on regarde, par exemple, à l'autre bout du Canada, à Vancouver, le même bungalow avec un terrain beaucoup plus petit va valoir 1 million et plus, là. Fait que comment ça se fait qu'il y a une différence de prix aussi grande que ça? Est-ce que ça coûte plus cher de construire? Bon, c'est quoi qui se passe? On va essayer de regarder tout ça. Un des éléments qui explique les prix un peu faramineux de certains endroits, c'est qu'il y a de la spéculation à certains endroits pour toutes sortes de raisons. Si on prend l'exemple de Vancouver, bien, il y a des milliers, sinon des millions de Chinois qui regardent Vancouver puis qui sont proches, c'est la porte d'entrée. Puis ces gens-là sont intéressés d'acheter des propriétés parce que ça peut peut-être les aider éventuellement à avoir un passeport canadien, devenir citoyen canadien. Il y a toutes sortes d'avantages liés à ça. Ça fait que là, ça amène des gens qui achètent des maisons sans nécessairement les utiliser. Il y a aussi d'autres phénomènes qu'on connaît moins, qui sont moins officiels, entre guillemets. C'est qu'entre autres, il y a un média qui s'appelle Global News qui a dévoilé une enquête policière qui devait rester secrète, en tout cas du moins pendant un certain temps, qui nous ont appris que, entre autres, durant l'année 2016, juste pour un an, c'est que la mafia, le crime organisé, ont acheté pour plus de 1 milliard de biens immobiliers à Vancouver. Ils ont acheté plus de 1200 maisons différentes, puis toujours des maisons très chères. Entre autres, là, on raconte dans cette enquête-là qu'il y a un importateur de fentanyl, là, la drogue qui tue, là, la drogue que quand tu en prends trop, là, tu ne gèles pas, tu décèdes. Là. Bien, ce gars-là, lui, il s'est acheté un petit manoir de 17 millions de $. Il y en a un autre qui a acheté une maison de 22 millions de $. Ça fait que ça sert beaucoup à blanchir de l'argent. Et ça, c'est un phénomène, vous savez, que nous autres, on ne connaît pas dans nos petites communautés. Plus globalement, qu'est-ce qui fait que les prix sont élevés ou bas? Bien, c'est la demande, c'est peut-être le facteur le plus important. Parce que dans le fond, plus il y a des gens, plus il y a une demande importante, bien, plus le prix des maisons va augmenter. Si on regarde dans les grandes villes, on voit là, qu'il y a des nouveaux arrivants, il y a des nouveaux emplois de plus en plus. Puis aussi, il y a beaucoup d'emplois des gouvernements dans toutes sortes de domaines, là, que ce soit dans des ministères, que ce soit dans des musées, dans des centres scientifiques. Puis on sait aussi qu'il y a toutes sortes de contrats qui sont donnés de la part des gouvernements. Ça fait vivre beaucoup de monde, fait que ça fait en sorte que
il y a de plus en plus d'emplois, il y a une demande pour les maisons, pour les condos, et ça fait que les prix montent. Chez nous, c'est le contraire. Il y a de moins en moins d'emplois des gouvernements. Il y a même souvent de moins en moins d'emplois dans les entreprises parce que les grandes entreprises modernisent, puis à ce moment-là, c'est qu'ils diminuent les emplois considérablement. Ça veut dire que nous autres, on se ramasse avec presque plus d'acheteurs. Puis en plus aussi, c'est qu'il y a beaucoup de monde qui vendent leur maison en même temps. Tous les bébés boomers là, qui sont rendus à un âge pour aller dans un foyer, bien, ils envoient leur maison sur le marché. Et là, beaucoup d'offres, mais pas beaucoup de demandes, ça fait que les prix baissent. Il y a un de mes amis qui disait souvent, qui dit encore que dans un petit village, quand tu achètes un 2 par 4, 2 bien, une fois posé dans la maison, il va valoir 1 C'est que là, pourquoi? Parce que les maisons ne valent pas le prix qu'ils ont coûté. Ça ne coûte pas moins cher de construire une maison dans un petit village, mais compte tenu du fait qu'il n'y a pas de demande, bien, une maison que tu as construite à 250 000, une fois qu'elle est finie de construire, bien, elle vaut 125 000. Complètement fou, mais c'est comme ça. Là, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Bien, moi, je pense qu'entre autres, il faut qu'on ait le pourcentage de fonctionnaires qu'on devrait avoir en région. Présentement, ce n'est pas le cas. Si je regarde, là, il y a 2500 fonctionnaires à Québec qui s'occupent de la gestion forestière. Bien, si ces 2500 fonctionnaires-là étaient en région, ça pourrait créer des jobs, ça pourrait attirer du monde, ça peut être des immigrants comme ça peut être des gens de Québec ou de Montréal. Et là, à ce moment-là, on serait en business. Parce qu'à l'heure actuelle, qu'est-ce qui est payant, là, si on regarde, mettons, par rapport au prix des maisons? Bien, quelqu'un qui reste à Montréal ou à Québec, qui a une maison de 250 ou de 300 000, qui la vend, qui s'en vient rester en région, il peut racheter une maison pour la moitié du prix avec un plus grand terrain. Ça peut être payant pour lui, mais ce n'est pas très payant pour nous autres qui vont vendre leur maison. Il faut qu'on change ce modèle-là. Il faut que, dans le fond, on ait un nouveau modèle de développement qui fasse en sorte que les régions puissent avoir leur part du gâteau, comme on dit. Et à ce moment-là, nos maisons, s'il y a plus d'emplois, s'il y a plus de demandes, s'il y a plus de gens qui viennent rester ici, bien, ils vont valoir au moins le prix qu'ils ont coûté. On parle maintenant des fondations philanthropiques qui ne sont pas toujours éthiques. Qu'est-ce que c'est que philanthropique? La philanthropie, bien, c'est l'idée qu'on doit quelque chose aux autres, qu'on doit aider les autres, qu'il y a un don de soi envers les autres. Il y a beaucoup de fondations aujourd'hui là, qui s'occupent de toutes sortes de bonnes causes, que ce soit au niveau de la santé, de l'éducation, du sport, de la jeunesse, etc., qui sont souvent des organismes sans but lucratif, puis qui sont là pour aider à des bonnes causes. Ça a commencé, ça, avec l'idée qu'il y a des gens qui se sont aperçus que, dans le fond, en venant au monde, là, ils avaient reçu beaucoup plus que les autres. Vous savez, il y a des gens qui viennent au monde beaux, grands, forts, intelligents, musiciens, alors qu'il y en a d'autres qui viennent au monde pas beaux, pas fins, pas forts, pas intelligents, pas musiciens. Puis, dans le fond, ils n'ont pas choisi ça. S'il y avait eu à choisir, ils auraient choisi des meilleurs attributs, comme on dit. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui viennent au monde qui ont tout reçu gratuitement, alors qu'il y en a d'autres qui n'ont rien reçu. Bien, c'est que les Grecs disaient, bien, il faut qu'il y ait une espèce d'équilibre là-dedans. Là. Il faut que ceux qui ont beaucoup reçu donnent plus que ceux qui ont moins reçu. Au fil du temps, on a vu des gens qui avaient beaucoup reçu, qui ont réussi à accumuler des fortunes assez extraordinaires, pas toujours bien ramassées. Il y a des gens qui ont ramassé beaucoup d'argent en exploitant leurs semblables dans des conditions de travail totalement inacceptables. Il y en a eu de toutes les sortes de ça. Ça existe même encore aujourd'hui, encore des gens qui travaillent à peu près comme des esclaves. Ces gens-là, au fil du temps, quand ils commencent à être vieux, il y en a qui ont peur de mourir, ils ont peur de laisser un mauvais nom, ils ont peur d'aller en enfer, à la limite. Et là, tout d'un coup, à la fin de leur vie, bien, ils vont donner beaucoup d'argent à des œuvres philanthropiques là, pour remonter leur crédibilité, pour essayer de laisser une meilleure image d'eux-mêmes. Et là, il y a parfois des montants assez extraordinaires qui sont donnés. Puis les fondations qui reçoivent ces argents-là, comme ils veulent durer longtemps, bien, eux autres, ils investissent dans toutes sortes d'autres fonds qui leur permettent de ramasser de l'argent, de faire grossir le magot et de pouvoir continuer leur œuvre. Bon, ça, c'est correct, on pourrait dire. Bon, c'est sûr que ce n'est pas parfait, là, mais c'est mieux que rien. Mais là, on a découvert, entre autres, bien, c'est la revue Science, qui est une revue extrêmement importante au niveau scientifique, qui a découvert qu'il y a de plus en plus de fondations philanthropiques qui investissent dans des affaires qui n'ont pas nécessairement de l'allure. Entre autres, il y a des fonds qui... entre autres, il y a des fondations spécialisées dans le domaine de la santé qui se ramassent à investir de l'argent dans des compagnies polluantes qui, justement, nuisent à la santé des gens. Ça veut dire que, dans le fond, là, je ne sais pas si on peut dire que c'est le choix qui court après sa queue ou je ne sais pas trop quoi, là, mais ça
comme on dit, ça ne marche pas. Parce que là, la Fondation a pour objectif d'améliorer la santé des gens en faisant diminuer la pollution, mais avec son argent, elle investit dans des compagnies polluantes. Ce n'est pas toujours directement, assez souvent, c'est indirectement. Qu'est-ce qui se passe? C'est que la Fondation investit dans des paradis fiscaux pour sauver de l'argent, et les paradis fiscaux, eux autres, investissent dans des compagnies polluantes pour faire plus d'argent. Et là, tu lis ça là, dans la revue Science et tu te dis, ouais, ça va mal à la chope, là, ça va prendre un grand ménage au niveau de la planète. Je pense qu'un des problèmes majeurs de notre société, c'est qu'on produit de plus en plus le bonheur pour quelques-uns, le bonheur pour une minorité de gens qui sont très riches, et ça au détriment du bien commun. Il n'y a pas de miracle, là. Quand il y en a qui en reçoivent beaucoup plus, il y en a qui en reçoivent beaucoup moins. C'est comme une tarte, ça, là. Puis s'il y a quelques individus qui ont pris le 3/4 de la tarte, il en reste pas mal moins pour les autres. Je pense qu'il est temps qu'on mette le pied à terre et qu'on puisse dire collectivement, ça suffit. J'ai trop pris de potes. Impossible que le cannabis fasse ça. Mais avant 25 ans, il peut nuire au développement de ton cerveau. On parle maintenant d'argent, on parle d'une nouvelle monnaie qui est apparue il n'y a pas très longtemps, qui s'appelle le Bitcoin. Vous avez peut-être déjà entendu parler, c'est une espèce de monnaie virtuelle qui se passe sur le web. C'est ce qu'on appelle une crypto-monnaie. Une crypto-monnaie, c'est une monnaie qui est utilisée sur un réseau informatisé qu'on appelle décentralisé. Le Bitcoin, c'est la monnaie la plus connue parmi les monnaies virtuelles, mais il y en a beaucoup. On dit qu'il y a à peu près 1500 monnaies maintenant virtuelles. Pourquoi c'est comme ça? Bien, c'est parce qu'il y a des gens qui ont vu qu'on pouvait faire de l'argent avec le Bitcoin. Ça fait que là, ils en ont inventé d'autres, puis ils vont en avoir encore, parce qu'on est dans un monde dans lequel, si on voit que quelqu'un fait de l'argent, qu'il soit bon ou pas bon, on se garoche là-dedans. C'est le monde dans lequel on est. C'est pas facile à expliquer parce que le fonctionnement de cette monnaie-là est quand même très complexe. Je vais essayer de vous dire ce que je comprends de tout ça. Je dirais que c'est sans garantie, un peu comme l'achat des bitcoins. C'est pas garanti que vous allez faire de l'argent avec ça non plus. On dit que le Bitcoin, c'est une monnaie virtuelle dans le sens que ça n'a pas de valeur réelle. C'est que quand on parle du dollar, c'est que le dollar, lui, il est à côté après des valeurs qui existent, c'est l'économie du Canada. Bon, si l'économie du Canada va bien, si on est capable de produire des bons produits, puis qu'on vend beaucoup à l'étranger, qu'on exporte plus qu'on importe, bien, la valeur de notre dollar va monter. Ça va être une valeur qui va être plus intéressante. Et si notre économie va mal, bien, notre dollar va baisser. Prenons l'exemple bien terre à terre. Il y a quelques années, quand le prix du pétrole était très élevé, à ce moment-là, c'est que les provinces de l'Ouest nous permettaient de s'enrichir, entre guillemets, collectivement sur l'ensemble du Canada. Et à ce moment-là, notre dollar avait une très bonne cote, qui est à peu près l'équivalent du dollar américain. Quand le prix du pétrole a tombé, bien, notre dollar a tombé aussi parce qu'à ce moment-là, on avait beaucoup moins d'exportation. Il rentrait beaucoup moins d'argent au Canada. La valeur du dollar est liée à la situation économique de notre pays. Autrement dit, c'est que si la situation économique d'un pays va bien, le dollar va être haut. Et si ça ne va pas bien, le dollar va être bas. Le Bitcoin, lui, ça n'a pas aucun rapport. Ce n'est pas associé d'abord à aucun pays parce que c'est une monnaie internationale. Ce n'est pas associé non plus à une valeur quelconque du fait que ce n'est pas à côté après l'économie d'un pays. C'est associé à la possibilité de résoudre des problèmes sur le web, des problèmes mathématiques très complexes. Le Bitcoin, c'est aussi une monnaie qui est contrôlée par toutes sortes de monde, mais on ne sait pas trop qui. Puis on dit qu'en plus, c'est une monnaie internationale. Il n'y a aucune loi qui gère ça. C'est dans le fond, c'est comme la loi de la jungle, on pourrait dire. Bon. Son origine, on dit que c'est démarré en 2009 par quelqu'un qu'on dit possiblement un nippon-américain, ça veut dire un Américain qui serait d'origine japonaise, mais on n'est pas sûr parce qu'on ne l'a jamais vu, on ne sait pas c'est qui. Il y a des gens qui ont dit qu'il s'était présenté comme étant le fondateur, mais il n'y a personne qui a amené la preuve qu'il était vraiment le fondateur. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de mystères dans cette monnaie-là. Et entre autres, tous ces mystères-là, ça fait en sorte qu'il y a beaucoup de conseillers économiques qui disent « touchez pas à ça », parce que ce qu'on ne comprend pas, ce qu'on ne sait pas comment ça fonctionne, c'est mieux de ne pas investir là-dedans parce que ça peut arriver que cette monnaie-là qui monte redescende aussi rapidement qu'elle avait monté. Dans les éléments que j'ai appris là, sur le Bitcoin, on dit qu'entre autres, son auteur, en tout cas l'inventeur du Bitcoin, a décidé qu'il allait avoir au maximum de 21 millions de Bitcoin. C'est qu'il n'y en aurait pas plus, puis qu'ils en font sortir juste un certain nombre par année, un nombre limité.
Puis normalement, il devrait avoir des bitcoins qui peuvent être achetés jusqu'en 2040. Comment on fait pour obtenir des bitcoins? Bien, entre autres, c'est que ça nous prend des ordinateurs très puissants qui peuvent résoudre un problème mathématique très complexe. Et qu'à ce moment-là, le premier qui réussit à résoudre le problème très complexe en mathématiques, c'est lui qui va obtenir quelques bitcoins, qui, lui, va pouvoir les revendre à d'autres mondes, puis à ce moment-là, ça peut monter ou descendre. Et quand il y a un problème mathématique qui est résolu, là, on en met un autre, puis à ce moment-là, c'est les premiers qui réussissent à avoir la réponse qui gagnent. Pour être capable de résoudre les problèmes mathématiques puis d'être le premier, ça prend beaucoup d'argent. Pourquoi? Parce qu'il faut acheter de plus en plus d'ordinateurs, des ordinateurs de plus en plus puissants. Il faut même acheter des immenses entrepôts dans lesquels il y a des très grandes quantités d'ordinateurs. Fait que ce n'est pas quelqu'un sur sa tablette là, qui va être capable de résoudre ce problème-là. Ça veut dire que puis plus les problèmes sont complexes, bien, plus il faut des ordinateurs, puis plus il faut de l'argent pour être capable de réussir à gagner un certain nombre de bitcoins. Un autre élément par rapport au Bitcoin, pour éviter que quelqu'un puisse s'emparer de l'ensemble de la cagnotte, on dit qu'il y a juste un nombre de bitcoins qui peut être émis par section de 10 minutes. Ça veut dire que tu peux en gagner, mais tu ne gagneras jamais un gros paquet de bitcoins. Fait qu'à ce moment-là, ça permet qu'il n'y ait pas personne qui prenne le contrôle total de tout ça. La valeur du bitcoin, une fois que quelqu'un a réussi à accaparer des bitcoins, lui, il peut les revendre à du monde, puis à ce moment-là, ça peut monter ou descendre. Ça fonctionne en fonction de l'offre et de la demande. Quand il y a des gens qui pensent que, veut dire que ça va être bon, bien, ils en achètent. Plus il y a du monde qui veut en acheter, bien, plus le prix monte. Et on dit qu'au début, quand ça a commencé, autour des années 2011, c'est que la valeur est à peu près l'équivalent de 1 $ américain. Et en 2017, c'était rendu à 17 000 $ pour un bitcoin. Il y a beaucoup de monde qui en ont acheté, mais il y a du monde à un moment donné qui se sont aperçus que c'était peut-être pas si payant que ça, puis que là, il y avait eu de la spéculation. Et là, si on regarde là, dernièrement, à la fin de novembre, là, le bitcoin valait autour un petit peu plus que 4 000 $. Ça veut dire qu'il a pris toute une débarque. Là. Ça veut dire que ceux qui l'ont acheté à 17 000 $, ils ont perdu beaucoup d'argent. Pourquoi acheter des bitcoins? Bon, d'abord, il y a ceux qui pensent qu'on peut spéculer avec ça et qu'on peut faire de l'argent rapidement. Là. C'est moins compliqué de spéculer sur une monnaie que de démarrer une entreprise, d'engager du monde puis de vendre des produits pour réussir à finir par faire de l'argent. Si tu achètes un bitcoin puis que tout ce que tu as à faire, c'est de pitonner sur ton ordinateur, tu mets ça, tu pèses dessus, puis là, tu attends que ça monte en espérant que ça va monter, bien, c'est relativement facile. Il y a des spéculateurs qui sont intéressés, mais il y a aussi d'autres sortes de monde. Entre autres, surtout au début, on dit qu'il y a eu beaucoup d'argent sale, de l'argent de la mafia, qui a été transféré en bitcoin. C'est une façon de blanchir de l'argent sale. Il y a eu aussi toutes sortes de monde qui ont fait entre autres, on dit que le terrorisme aurait été financé par des bitcoins, parce qu'un des gros avantages de cette monnaie-là, c'est que tout est secret. On ne sait pas c'est qui, on ne sait pas où va l'argent, comment ça fonctionne. Ça fait qu'à ce moment-là, vous pouvez faire à peu près n'importe quoi avec l'argent. Puis même, une des choses qui a été permise aux États-Unis, c'est qu'on peut même financer une campagne électorale de quelqu'un aux États-Unis avec des bitcoins. Ça fait que ça sert à peu près à n'importe quoi, mais pas toujours des bonnes choses. En dehors du fait que ça a servi à financer le terrorisme, on dit qu'un de ceux qui a fait beaucoup d'argent avec ça, puis qui est en dessous de ça, ce serait l'ami de Donald Trump, le président de la Corée, le dictateur de la Corée, Corée du Nord, Kim Jong-un. Il paraît que lui, il est bien au courant de ça, puis il sert beaucoup du bitcoin pour faire à peu près n'importe quoi avec ça. Autre chose que vous devez savoir, si jamais vous achetez des bitcoins, là, vous allez avoir un numéro secret qui va vous permettre de pouvoir aller revendre votre monnaie ou la sortir de là. Mais si jamais vous perdez votre numéro, si jamais vous avez oublié de le marquer à quelque part puis de le dire à vos descendants puis que vous mourrez, bien à ce moment-là, c'est que les bitcoins, ils disparaissent, ils ne seront plus dans le lot, puis ça fait augmenter la valeur des autres parce qu'il y a moins de bitcoins en circulation. Puis entre autres, on raconte qu'en 2013, il y a quelqu'un qui a perdu 7,5 millions de dollars parce qu'il a jeté son disque dur par erreur et son numéro d'accès était là-dessus et finalement, il a tout perdu, il n'a pas été capable de revoir son argent. Qu'est-ce qu'en pensent les économistes? Bien, je dirais que la plupart des économistes pensent qu'il faut se tenir loin de ça puis que c'est davantage une monnaie qui sert à la spéculation et à la corruption. Puis, il faut essayer de se tenir loin de ça. En conclusion, je voudrais aborder un aspect qui n'est pas assez connu, c'est que je vous disais tout à l'heure là, que ça fonctionnait avec des immenses entrepôts d'ordinateurs. Bien, ces immenses entrepôts d'ordinateurs, ça chauffe, ça, parce qu'un ordinateur a beaucoup de chaleur là-dedans. Et là, il faut climatiser ça. Et ça coûte très cher.
Ce qu'on dit, c'est qu'au début, la plupart des entrepôts d'ordinateurs étaient en Chine, entre autres parce que les Chinois aiment beaucoup le gambling, comme on dit, puis c'est une façon de faire de l'argent. Leur électricité est produite en bonne partie par le charbon. Ça veut dire que le Bitcoin a favorisé davantage les gaz à effet de serre du fait qu'il fallait refroidir les ordinateurs, puis il était refroidi avec de l'électricité qui était fabriquée à partir du charbon en Chine. Là, les Chinois, eux autres, ils ont décidé qu'il faut qu'ils fassent quelque chose pour l'environnement parce que c'est rendu que dans les grandes villes, là, on ne voit plus en avant de nous autres, là, on voit l'immense smog qui est là-dedans. Fait qu'ils ils vont être obligés de diminuer un paquet d'affaires, dont les bitcoins probablement. Et là, ce que les gens veulent, c'est qu'ils veulent aller dans des pays où il fait froid parce qu'entre autres, c'est que si tu installes un entrepôt puis tu rouvres les portes durant l'hiver ou même durant l'été où il fait moins chaud, ça va te coûter moins cher de climatisation parce que là, tu rentabilises ton affaire. Et là, c'est ce qui a fait qu'entre autres, il y a beaucoup de gens qui voulaient installer des immenses ordinateurs au Québec, parce que nous autres, on a de l'électricité qui n'est pas chère. Puis on voulait aussi profiter du fait qu'on est au nord, ça coûterait moins cher de climatisation. Et là, ils ont fait des demandes à Hydro-Québec pour avoir du courant pas cher. Fort heureusement, Hydro-Québec a décidé de ne pas vendre du courant pas cher, parce que d'une part, tu ne sais pas si ces clients-là vont être fiables ou pas. Et finalement, ils leur ont fait un prix qui n'était pas très intéressant, qui a fait qu'on n'aura pas beaucoup d'entrepôts de Bitcoin. Je pense que c'est une bonne affaire pour nous autres. Je pense qu'Hydro-Québec a pris une bonne décision là-dedans, parce que dans le fond, c'est que le rôle d'Hydro-Québec, c'est de servir d'abord et avant tout les Québécois dans un objectif de bonheur commun et non pas du bonheur de quelques-uns. En terminant, si les bitcoins vous intéressent, bien, plutôt que d'en acheter qui vont vous coûter peut-être 4 000 $ présentement ou plus ou moins, si ça vous intéresse et vous voulez avoir un souvenir, bien, vous pouvez acheter sur eBay un faux bitcoin. C'est comme une médaille souvenir. Ça va vous coûter 2 $ à peu près. Ça ne vaut rien, mais ça va être pas mal moins pire que d'en avoir acheté et de vous empêcher de dormir. Avec ça, 2 $, vous allez dormir tranquille. Tenez-vous loin des bitcoins. C'est ainsi que se termine notre émission. La semaine prochaine, on va avoir un spécial sur les femmes. On va avoir entre autres une entrevue avec Mathilde de 5 mars, qui est co-auteure d'un livre qui s'intitule « Nos héroïnes » et qui raconte la vie de 40 personnalités importantes du Québec. Puis aussi, je vais vous raconter comment les femmes ont obtenu le droit de vote au Québec en 1940.